La fidélité en soi, comme on peut naturellement le trouver dans le dictionnaire, c'est être fidèle à un ou une compagne. Et pour le coup, la fidélité en soi est aussi à déterminer au sein du couple. Donc, afin qu'elle soit une nécessité constructive, cette fidélité au sein du couple peut l'être à partir du moment où elle est bien définie, déterminée à deux. Bien déterminé à deux. Donc d'un couple à un autre, la définition de la fidélité varie. Elle peut varier, effectivement. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ce à quoi Oui. tu as été confronté, s'il te plaît? Alors, au cabinet, en soi, on rencontre des couples qui sont effectivement sur une fidélité à deux, tout aussi une fidélité qu'on peut même appeler polyfidélité, c'est-à-dire une polyfidélité qui est à la fois, en fait, au sein du couple, c'est OK, en fait, c'est OK. C'est OK pour le couple, concrètement. D'accord. Que ce soit pour l'homme ou la femme, de pouvoir aller voir ailleurs. Et à la fois la polyfidélité où, malheureusement, là, on entre plus dans les relations extra-conjugales. On prend les codes des Européens et on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le mimétisme, loin de là. Quand on voit un sapeur, il y a un jargon qui va avec la sape. Le jargon, il n'est pas en français, il n'est pas en anglais, il n'est pas en allemand, mais il est dans des langues tribales. Donc forcément, c'est une culture. Un exemple de jargon, s'il te plaît? La djatance. Ok. La djatance, c'est l'art de frimer. La djatance, c'est ni un mot français, ni un mot espagnol. Donc c'est quand même un concept africain, mais au-delà noir. Aujourd'hui, la sape, la sapologie a traversé les frontières. C'est un mouvement reconnu. Et je pense que dans les années à venir, ça sera peut-être un patrimoine. Aujourd'hui, la rumba congolaise est reconnue comme patrimoine culturel à l'UNESCO, et un jour, il y aura forcément la sape. Elle est diffusée, elle est partagée. Donc il y a un lien avec la religion ancestrale antérieure, puisque l'islam ne se présente pas comme une religion particulière, mais comme étant l'expression de la religion universelle qui a été portée par les êtres humains naturellement, ensuite par les prophètes qui viennent répondre à cette ambition naturelle vers le transcendant. C'est ça à peu près la définition et l'ambition de l'islam. Donc lorsque la dernière version de l'islam et l'époque du prophète est révélée à la Mecque, des persécutions ont lieu, puisque nous sommes dans un environnement idolâtre, polythéiste, et qui refuse un certain nombre de réformes apportées par l'islam. L'idée déjà qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, et de remettre en cause toutes les autorités qui viennent soumettre l'être humain à autre que lui, à autre que Dieu. Ces persécutions vont pousser le prophète à encourager ses compagnons, femmes et hommes, à aller vers l'Abyssinie en Éthiopie. Donc, le deuxième lieu de naissance, entre guillemets, de l'islam, c'est en Éthiopie. Comment l'explique-t-on? Est-ce que tu l'expliques par le fait que cette fidélité dans l'esprit de nos mères, de nos tantes, de nos grands-mères, de nos grandes-tantes, relèverait davantage d'un aspect naturel chez l'homme? On l'entend souvent, que oui, l'homme est une théière, il ne cesse, il ne peut pas s'empêcher que de remplir des différentes tasses, et que ce n'est pas sur ce critère-là qu'il faut le juger, que dès lors qu'il est en capacité d'assumer un foyer, on doit passer l'éponge, même si d'un point de vue personnel, en termes d'ego, on peut se trouver heurté en tant que femme quand on sait que son homme va voir ailleurs. Voilà. Donc, est-ce que cette notion de biologie et par extension la testostérone doit être prise en compte dans l'analyse de la fidélité et quelque part revient à questionner sur l'aspect utopique ou pas, selon toi? Alors, sur le plan en tout cas physiologique par rapport à la testostérone, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, lorsqu'il y a infidélité, on est plus sur, par exemple, là, dans ce que tu évoquais, c'est-à-dire la tolérance au sein de la communauté vis-à-vis de l'homme qui va voir ailleurs, on est plus là dans une espèce de complexe un peu narcissique. Narcissique du fait de multiplier les conquêtes. Nous avons vécu, il faut quand même le savoir peut-être pour ceux qui l'ont oublié, mais moi je ne l'ai pas oublié, même si j'y étais pas, même si j'étais pas né. Mais l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui, nous le fait comprendre. Nous avons vécu la colonisation, nous avons vécu l'esclavage. De ça, pour certains, naît une révolte. Alors, il y a plusieurs façons de se révolter.
il y a le fait de se recroqueviller sur soi, se communautariser. Au début, vous avez dit l'islam est venu puisque avant ce qu'on avait, c'était polythéiste, etc. Est-ce que... À la Mecque. On parlera de l'Afrique. J'ai pas compris ce que vous me dites. L'idolâtrie. Je parlais tout à l'heure de l'idolâtrie à la Mecque, dans la péninsule arabique. D'accord. Je ne parlais pas de l'Afrique. Ok, c'est pour ça que... On parlera de l'Afrique tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que je... Est-ce que les Africains étaient vraiment des polythéistes? Bah, c'est pour ça que j'allais vous poser la question, en me disant, mais pourquoi dire ça alors que, en réalité, c'est pas ça. D'accord. C'est avéré que les Arabes étaient polythéistes. Certains connaissaient le monothéisme. Même ils le connaissaient à la base. Puis ensuite, des transformations ont eu lieu. Pour l'Afrique, je pense qu'il y a des études plus sérieuses et plus profondes à faire sur les religions d'avant le christianisme et d'avant l'islam. Dire que les Africains, en tout cas ceux qui sont sur ce territoire-là, noirs, ne connaissaient pas le monothéisme, est quelque chose qui, je pense, doit être revu de fond en comble. On est bien d'accord. Il y a un certain nombre d'indices qui montrent leur description du divin, du transcendant, chez les Buntus, au Congo, chez les Bambara, chez même les Zoulous. On vous parle de la notion d'un Dieu unique, qui est le fondateur de tout. Oui, ensuite, il y a d'autres versions qui viennent un peu plus tard, quand on fait de l'archéologie, et c'est pareil en Égypte. Les Égyptiens connaissaient le monothéisme. En soi, l'infidélité, malheureusement, reste une solution, entre guillemets, négative à une réponse concrète que cherche l'infidèle auprès de ses relations extra-conjugales. Donc, c'est toujours lié, en fait, à une solitude affective, un manque de confiance en soi, une volonté de conquête. Une volonté de conquête, ou aussi des troubles liés à l'affirmation de soi, concrètement, en couple, parce que il est difficile aussi à l'autre de dire j'aimerais aller vers telle direction, j'aimerais faire ci ou ça dans l'intimité. C'est très compliqué. La communication, déjà, en soi, est aussi un thème très important dans la culture. C'est-à-dire la communication reste encore compliquée, taboue, sur les sujets qui touchent la sexualité, ou voire même l'entente dans le couple, au sein de la communauté. Pourquoi ne peut-on pas conjuguer la sape avec des tissus africains? Peut-être pas forcément toute la tenue, parce qu'à Paris, tu ne vas peut-être pas être en boubou comme au Nigeria. Le but, c'était de se révolter et c'était de montrer qu'on était capable d'être comme l'homme blanc, au départ, dans sa version initiale. C'était la référence, l'homme blanc. On nous a appris à être inférieurs à l'homme blanc. Moi, je parle là, aujourd'hui, Dieu merci, il y a des choses qui font qu'on arrive à montrer notre supériorité aussi dans certains domaines. Mais à l'époque, qu'on essaie de remettre le film en arrière, on était considérés comme inférieurs. Inférieurs parce qu'on ne pensait pas civilisés. Donc, la démarche, elle était au départ de montrer qu'on est capable d'être comme vous. Il n'y a pas d'empire arabe, musulman, chez nous, on n'en a pas. On connaît l'empire du Ghana, on connaît l'empire du Mali, on connaît l'empire Songhai. Leurs dirigeants étaient des Africains, pur jus. Donc, l'idée qu'il y a eu une conquête arabe, musulmane, qui a utilisé l'idéologie de l'islam, entre guillemets, pour nous conquérir, il n'y a pas de fait historique. Donc, ça n'existe pas. Donc, ils l'ont utilisé pour essayer de conquérir l'Europe et une non, partie de l'Asie, mais pas pour l'Afrique. Les conflits avec l'Europe font suite au conflit qu'il y a avec l'Empire romain. Il y a un conflit avec l'Empire romain qui est venu qui colonisait les Arabes. Un conflit a lieu là-bas. C'est une forme de revanche? Non, ce n'est pas une forme de revanche. Du point de vue des musulmans de l'époque et des compagnons, c'est une guerre de libération. Oui, libération, d'accord. C'est pour ça que la plupart des conquérants, la plupart des peuples aux alentours, les considéraient comme des libérateurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils leur laissaient la liberté de religion. J'ai, par exemple, eu, en début d'activité, beaucoup d'hommes qui m'ont consulté parce qu'ils craignaient, en fait, de passer le pas. D'accord. C'est-à-dire, ils étaient plus sur du Ils se connaissaient tellement qu'ils voulaient prendre les devants et te consulter. Alors qu'ils étaient en couple. D'accord. Ils étaient en couple et concrètement, ils me disaient, voilà, ça se passe très mal avec ma compagne. Ça faisait, pour la plupart, environ soit 5-10 ans qu'ils étaient mariés. Et malheureusement, les problèmes de couple affectaient aussi leur propre sexualité. Et du coup, ils avaient besoin de conseils parce qu'aujourd'hui, ils ne trouvaient pas de solution. Et ils songeaient à aller voir ailleurs. Il y en avait qui avaient déjà franchi le pas.
Mais oui, on le rencontre souvent. Alors, moi, je pense que je vois quelque chose un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que je vois surtout quelqu'un qui va prendre des codes de différentes cultures et qui va finalement en fait jouer avec, en quelque sorte, mais tout en conservant l'authenticité de chacune en fait. Et c'est aussi ça. Qu'est-ce qu'il a conservé d'authentique africain Son chapeau par exemple. Je pense que tu peux en parler. C'est un chapeau que j'ai acheté en Côte d'Ivoire, tissé à la main par un artisan ivoirien. Donc lors de mon voyage en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose qui vient de chez nous. Donc tu as quand même le souci, quand tu te drapes, de marquer ici ou là une petite touche d'africanité. Mais ma touche d'africanité, elle est en moi en fait. Ok. Oui, c'est ça. Quel que soit, le vêtement, c'est comme si... Alors je reformule ma question, parce que la question initiale, c'est autour de l'aliénation. Déjà, est-ce que toi, cette question-là de l'aliénation, tu la considères ou alors est-ce que tu la balayes dans l'envers de main, estimant que c'est une accusation de jaloux ou gratuite? Bien sûr, je la balaie parce que c'est quelque chose qui, déjà, de un, ne va pas nous faire avancer. Aujourd'hui, factuellement, quel est l'apport que l'islam, justement, offre comme cela à l'Afrique et que l'Afrique elle-même ne possédait pas? Je laisse madame parler. Non, C'est vrai, ok. je le répète. Bon, déjà, l'islam est une réalité africaine. Je disais ça à quelqu'un, ça fait 1200 ans que nous, par exemple, les Soninké, on est musulmans. Alors, je reformule encore. On peut pas... Qu'est-ce qui existe dans le Coran, en termes de savoir, en termes de sagesse, en termes de mode de vie, d'éthique, qui n'existait pas dans l'ancestralité, dans la spiritualité africaine? La première des choses, c'est que c'est par rapport au monde, ce qui concerne aussi les Africains. L'islam prétend que l'humanité est une seule et même famille, qu'il n'y a pas de peuple élu, que tous les peuples ont reçu des prophètes et que tous les êtres humains en tant que tels sont égaux et responsables de la gestion de la planète. Tous les peuples ont reçu des prophètes? Tous les peuples ont reçu des prophètes. Dans le Coran, c'est écrit? C'est écrit. Il n'y a pas de peuple dans lesquels il n'y a pas eu d'avertisseur. Dans d'autres passages, il n'y a pas eu d'envoyé. C'est un principe fondamental. On a souvent observé, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, qu'un homme riche et infidèle, aux yeux d'une femme, c'est un homme. Alors qu'un homme pauvre, ou en tout cas non riche et infidèle, c'est un salaud. Comment tu l'expliques, d'une certaine façon, ce deux poids, deux mesures? Comme si l'infidélité était perçue par des femmes comme le privilège du mâle alpha. C'est-à-dire que le mâle alpha, l'homme qui a du pouvoir, qui est admiré, d'une certaine façon, bon, même si ça fait mal, on accepte, on tolère. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas en attirer des foudres. Je ne vais pas citer les Samuel Eto'o, je ne vais pas citer tous les grands noms, le prince Charles, avec les Didi, je ne veux pas tout citer ces noms. François Hollande, Prince Albert. Les noms, la liste est interminable. Oui. Pour autant, ça n'a pas abouti à un divorce. Oui. Alors que de l'autre côté, l'homme lambda qui se bat, le chauffeur de bus, le vigile, l'ouvrier, il commet un pas de côté, un faux pas. Directement, c'est le tribunal, on se sépare, parfois même on lui jette ses affaires par la fenêtre, on lui indique la sortie. De manière péjorative. De manière péjorative parce que c'est une volonté tout d'abord, je dirais même politique. C'est de la même façon dont on présenterait des rappeurs à la télévision, caricatural. C'est les médias qui caricaturent, bien et sûr, non pas bien sûr, parce qu'il y a caricaturent eux-mêmes. Justement, on pourrait tirer du positif de ce mouvement. Et ça, j'y viendrai par la suite. Et pourquoi on essaie de montrer? Parce que des acteurs qui ont un bagage intellectuel, qui ont une aisance verbale... Voilà, c'est là que j'allais venir. Il y en a légion dans ce mouvement. Parce qu'à la base, c'est un mouvement d'intellectuels. Voilà, ok, il faut le préciser. C'est un mouvement d'intellectuels de base. Ce n'est pas un mouvement d'attardés ou de personnes qui veulent... Comme dirait Maître Mbeko, ce n'est pas un mouvement de macaques qui veulent singer, j'allais dire, l'aspect extérieur de l'Occident. Voilà, mais dans tout mouvement, il y a des brebis galeuses. Le Coran, j'entends, a permis de comprendre qu'il n'y avait qu'un seul créateur, etc. Bah, moi, de ce que j'en sais, les spiritualités ancestrales sont déjà en train de dire ça. Donc, en quoi le Coran... Le Coran vient confirmer.
Le Coran ne dit pas qu'il ramène quelque chose de nouveau. C'est ça ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Qu'est-ce qu'il apporte, en fait? Là, mais ce que je viens de vous dire là, parce que c'est le problème majeur de l'humanité. En fait, il fait un rappel. Il fait un rappel. Il y a un rappel d'une part, il y a une nouvelle compréhension de l'univers, une compréhension de l'univers qui n'isole pas les éléments les uns par rapport aux autres, mais les relie ensemble, fait que l'univers entier est une unité de champ cosmique, faire que l'ensemble de l'humanité rentre dans cette unité cosmique et donner à l'être humain la responsabilité universelle de la gestion de la Terre et l'égalité. Et en même temps, l'idée de dire qu'il y a un idéal. De fidélité. Pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, c'est une notion qui était rattachée à la religion. On est fidèle à un Dieu, on est fidèle à une foi, parfois même à une patrie, on est fidèle à sa patrie, à son drapeau. Jusqu'à il y a encore un siècle, le mot fidélité n'était pas rattaché à l'acte sexuel extra-conjugal. On parlait de cocu, cocufié. Oui. Donc, cette notion qui est très chargée d'un point de vue moral, elle est devenue, elle est rentrée dans le couple. Et est-ce que ça ne traduit pas, d'une certaine façon, la prise de pouvoir de la psychologie féminine sur la psychologie masculine? Dans le fait de nommer cela fidélité. Oui, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à il y a peu de temps. Parce que le mot, quand on dit infidélité, d'entrée, tout de suite, c'est immoral, c'est mal, on condamne. C'est ça, en fait. Et donc, on a une charge morale là où, jusque-là, c'était considéré uniquement comme, entre guillemets, un acte physique, mais qui n'entraînait pas de connotation à caractère moral. Oui, parce qu'en fait, quand on entend le mot fidélité, c'est vrai qu'on le rattache nécessairement à la notion de couple, de mariage, d'union, alors que le terme cocu, qui est un terme beaucoup plus familier, était beaucoup plus présent auparavant. Mais après, comment l'expliquer? Ça, par contre, oui, ça reste quand même un grand mystère. À travers son habit, il défend quelque chose. Bien sûr. Il construit quelque chose d'autre. D'accord. Sauf que quand on voit les sapeurs, on ne pense jamais au reste. Ça veut dire que moi, je me dis, mais finalement, le message que vous voulez finalement faire passer ne passe pas, puisqu'on s'arrête finalement à l'habit. Mais on s'intéresse à l'habit parce que, comme je vous le dis, d'abord, il y a un problème de culture, même de culture vestimentaire. Vous allez le voir, vous allez vous en apercevoir que pour certains qui se prétendent être des sapeurs, il n'y a aucune élégance, il n'y a aucune recherche de style. Si tu es cultivé, tu seras cultivé dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu touches. Et forcément, même cette sape-là, au départ, initialement parlant, il y avait des personnes cultivées qui en ont fait un mouvement, et après, ça a été récupéré, c'est devenu populaire. Quand quelque chose devient populaire, ça devient... Oui. Tout le monde peut se prétendre devenir sapeur, mais ça perd l'originalité, parce qu'il n'y a pas de culture. Et du coup, moi, j'ai une question, parce que vous dites que finalement, la religion vient rappeler tout ce qui était... Le Coran, en tous les cas. Le Coran, en tout cas, vient confirmer, rappeler tout ce qui existait déjà de nos ancêtres. Mais moi, pour ma part, moi, j'ai l'impression que la religion n'est pas compatible avec la culture, finalement, les traditions. Moi, c'est comme ça que je le vis au quotidien, sur certains points. Parce que, en tout cas, moi... Des exemples, s'il te plaît je vais prendre... Ça va être brutal, je vais prendre l'excision. C'est-à-dire, il est très important dans le couple de déterminer où commence et où se termine effectivement cette dite fidélité. Dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit à ce niveau-là. Et il est extrêmement important aussi en couple de bien savoir ce que l'on souhaite faire, les limites que l'on détermine au sein du couple, qui on peut fréquenter, à quelle fréquence, tout ça entre beaucoup plus en compte dans la notion de fidélité. Donc la place doit être mise, et là je te rejoins à 1000%, sur la communication. La communication à 200%. 200%. Mais là où le bas blesse, c'est que notre communauté, au sens large, sur le terrain de la communication, accuse une forme d'handicap quand on sait qu'elle le maîtrise. Et je pense que là-dessus, tu me rejoindras, que 500 à 700 mots, sans même parler du langage affectif, et que faute justement de maîtriser ce langage, on ne peut même pas construire des relations en profondeur. En fait, j'ai vu que M. Roby déjà était... M. Roby, tu...
Robiange même, mais enfin, Monsieur Roby d'une façon plus large. Mais je veux dire, en fait, la SAP, donc, comme on le disait, est assez médiatisée et d'une façon un petit peu, même, je suis d'accord, négative. Donc, moi, j'avais vu, effectivement, j'avais entendu parler du Bachelor, des gens comme ça, d'une façon, comment dire, pour les décrédibiliser, pardon. Et donc, à ce moment-là, j'ai vu aussi qu'il y avait Monsieur Roby, finalement, qui apparaissait aussi avec le Bachelor, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on fréquentait les mêmes quartiers, etc. Donc, je l'ai contacté. Et finalement, on s'est vu... parce qu'en fait, la SAP, c'est non seulement... Je ne suis pas sapeur, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait. Donc, en somme, l'élite, les savants musulmans n'ont pas entretenu une vision racialiste, donc à milieu... Certains l'ont fait, en reprenant d'ailleurs... Je parle, là, on n'est pas en train de chercher, mettre le petit doigt dans la culture, en général. Tout comme on peut dire que l'élite occidentale a nourri une vision racialiste. C'est un fait. Bon, elle s'en est plus ou moins détachée, même si ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, cette vision existe encore et qui peut expliquer, par exemple, qu'en Mauritanie, c'est le seul pays au monde, c'est un record du monde encore aujourd'hui. Qui retient encore... Voilà. Ou même en Libye, aujourd'hui, alors nous parlons, 21e siècle, on vend encore à visage découvert des Noirs. Sans retenue. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut conclure en disant que, aussi longtemps que les hommes de notre communauté ne se seront pas libérés de cette culture de la pulsion, en épousant la culture du langage et de la communication, on est voué, autant que d'autres, mais nous particulièrement au vu des atouts physiques que l'on a, eh bien on est voué, hélas, à créer une cascade de foyers monoparentaux. À travers une communication défaillante. Oui. Effectivement, si cette partie-là n'est pas travaillée, n'est pas perfectionnée au sein du couple, oui, malheureusement. Mais c'est vrai qu'en cabinet, par exemple, sur les personnes de la communauté, généralement, c'est vrai que ce sont même le couple en soi, comment il doit s'établir, comment communiquer, comment dire ce que l'on n'apprécie pas chez l'un ou chez l'autre. Ça reste des sujets, mais extrêmement compliqués. Extrêmement compliqués. Ils sont abordés lorsqu'il y a des conflits. Voilà, uniquement, hélas. Uniquement lorsqu'il y a des conflits. Certains, pas tous, je ne vais pas consulter tous les sapeurs, hein, mais devant la caméra, parce que moi j'estime que c'est peut-être l'aspect qui dessert le plus le mouvement. Sont là à brandir les étiquettes avec les marques, et après à préciser, regarde, 12 000 €, j'ai acheté ça, 12 000 €, une veste. Alors qu'il ne vit pas forcément dans un château. Parce que tu peux t'acheter un costume, une veste hors de prix, à condition que derrière, il y a la villa, il y a les 3 Rolls, que tes enfants sont déjà à Harvard et que tu as assuré leur avenir. Bon, maintenant, quand tu dis, ouais, regarde, Croco, 5 000 €, et qu'après la caméra te suit, et qu'on voit que tu es en HLM, et qu'il y a des cafards qui se battent avec les taches d'huile, on se dit, oh, finalement, ces négros, ils ne sont que matériels, ils ne sont que corps, ils ne sont pas esprit. Donc ça, la question des marques, c'est la première chose. Et dans la suite de cette question, c'est qu'aujourd'hui, parce que tu nous as parlé effectivement du passé, prendre l'arme et de se l'approprier. Ça, je partage plus ou moins cette idée-là. Ouais. C'est ce que je fais aussi avec la langue française. Certains me disent, oui, mais tu vantes la langue française. Non, je vante la langue comme une arme. Est-ce que c'est pas parce qu'on réserve ça à une élite, par exemple? Parce que si oui, mais parce que je rejoins ce que vous dites. Moi, quand je regarde un peu en Afrique comment l'islam elle est organisée, je prends l'exemple de mon village. Nous, on a une famille dans le village chez qui tout le monde va aller apprendre la religion. Mais au bon vouloir de la personne qui va t'enseigner, elle va peut-être pas tout t'enseigner. Donc, est-ce que finalement, c'est pas aussi ce truc, de comment on a de la connaissance, quoi. Voilà, on démocratise pas la connaissance. Je prends encore un exemple. Les femmes, volontairement, dans certaines cultures africaines, on leur enseigne pas la religion. On leur dit, prie, on va t'apprendre la base, les sourates que tu dois connaître. Avant de te marier, on va t'apprendre à faire tes grandes ablutions. Et ça s'arrête là. Et pour moi, c'est des choses qui sont faites volontairement. Et là, c'est le côté de l'humain, l'homme, pour servir ses intérêts, finalement. Et vous me disiez tout à l'heure qu'on n'a pas éradiqué les castes. Mais je suis désolée, en Afrique subsaharienne, pas l'islam. Oui, mais... On a dit qu'il n'y avait pas d'éradication des castes. Je n'ai même pas parlé de castes. Tout à l'heure, vous parliez des castes, mais je n'ai plus le terme exact. Mais quand on regarde en Afrique, il y a des castes qui se mettent au-dessus des autres. C'est pas bien.
C'est pas bien. C'est interdit, ça. Je suis d'accord, mais finalement, c'est ce qui se passe. Quand on voit qu'il y a des mariages mixtes entre, je ne vais même pas dire africains, enfin noirs, arabes, maghrébins, juste entre nous. Par exemple, l'autre, on va dire, il est forgeron, l'autre, il est griot, on va refuser qu'ils se marient sous prétexte qu'ils ne font pas partie du même caste. Alors que finalement... Je sais que ce n'est pas l'islam. Je sais que ce n'est pas l'islam. Mais aujourd'hui, et nous-mêmes, on l'a vécu dans notre génération, c'est qu'il y a cette confrontation entre nos parents qui sont très attachés à leur culture et certains points de leur culture qui ne vont pas avec justement l'islam. On pourrait conclure. Il fallait conseiller, en particulier aux hommes, des clés pour essayer de se libérer de cette culture de l'infidélité, cette culture de la pulsion qui nous domine et qui, on le sait, a des dégâts dévastateurs sur d'autres générations. Tout simplement, communiquer énormément. Déjà, avant de communiquer, trouver la personne qui nous correspond le mieux. Mais quand je dis qui nous correspond le mieux, qui correspond à nos attentes, ne pas nécessairement trouver la compagne qui ressemble à la mère ou la compagne qui aura uniquement l'image de future mère de ses propres enfants, etc. Essayer de trouver la partenaire de vie qui englobe tous les aspects. C'est-à-dire, comme tu le disais si bien, à l'esprit, en fait, on se dit le couple idéal, c'est le couple frère et sœur. Oui, le couple idéal, c'est la personne à qui on peut se confier, à qui l'on peut dire tout ce que l'on a sur le cœur, à qui l'on peut s'ouvrir, auprès de qui on arrive à s'affirmer. Toutes ces notions-là, en fait, sont à prendre en compte pour pouvoir mener, en tout cas, une relation durable et une relation où la communication prime. Sans cela, on peut tourner en boucle. Sans cela, c'est une utopie C'est une utopie et voilà, on entre dans l'utopie destructrice. D'accord. Moi, je le fais à mon petit niveau. Hein. C'est pas pour rentrer dans une comparaison. J'ai pas de leçons à te donner, mais je le fais, par exemple, avec mes ports de chapeau. Souvent, on me demande des messages, tes chapeaux. Moi, c'est ma part de, j'allais dire, panafricanisme visuel. C'est mes chapeaux, parce que je ne veux pas non plus être en boubou. Donc, pourquoi ne pas, à ce niveau-là, en tant qu'acteur charismatique, éloquent, donc tu es aujourd'hui pour moi le meilleur représentant, et on se suit sur les réseaux, le meilleur représentant de la SAP. Je l'ai su le jour où je t'ai entendu, pas le jour où je t'ai vu, le jour où je t'ai entendu. Donc avec cette éloquence que tout le monde a constatée aujourd'hui, pourquoi ne pas rajouter encore un peu plus avec une... Alors, peut-être le chapeau, même si tu ne le dis pas, on ne peut pas forcément deviner qu'il vient de Côte d'Ivoire, mais une touche ici ou là. C'est une question qui est très... qu'on me pose régulièrement aussi. Par la même occasion, j'aimerais bien rebondir là-dessus. C'est une... alors, dans la SAP, effectivement, ce qu'on prône, c'était la mode masculine. Donc la mode européenne, la mode occidentale. Donc les créations des Blancs, si on va aller encore plus loin. Enfin, de l'élite même. De l'élite. Que l'agriculteur... Voilà, de l'élite. Quand tu vois José Bové, bon... Voilà. Maintenant, il faut savoir, moi par exemple, je te donne un cas tout bête. C'est au-delà de nous. Nous sommes des consommateurs. C'est-à-dire que les marques font en sorte de nous draguer, de nous caresser dans le sens du poil pour qu'on aille acheter leurs affaires. Donc, on réforme cette situation-là. Qu'est-ce que les talibans rediraient à ça? Mais les talibans n'ont rien à voir avec l'islam. Ok. Comme on dit, Aïcha faut dire les choses telles qu'elles sont. Okay. Aïcha, justement, oui, c'est bien ce que vous dites, parce qu'Aïcha a contribué, c'était une épouse du prophète. Que ce soit Aïcha, même toutes les femmes autour du prophète. Le problème, il est que... Alors, juste parce que là, vraiment, le temps va nous manquer. Je finis juste. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a ce qui s'appelle aussi la sociologie. Les réalités de rapports de force dans les sociétés. Alors, en parlant de rapports de force, justement, est-ce que... Alors, sous un autre angle encore, est-ce que, au même titre que, par exemple, lorsque la Belgique est partie à la conquête du Congo, ils ont réservé un passage de la Bible où il est intimé l'ordre à l'esclave de rester esclave. Je t'avoue que je m'interroge, disons que sur la mutation sociologique de la société. La gente féminine, surtout en Occident, a eu accès aux études et au marché du travail, et Dieu merci, depuis les années 60-70. Donc c'est l'indépendance au sens large. Et du fait de cette indépendance, on s'est aperçu que les femmes sont plus diplômées que les hommes. Qui dit plus diplômée dit elle constitue, d'un point de vue institutionnel, une autorité. En constituant une autorité, la morale féminine devient la morale de la société.
Pour comprendre ce que je dis, hier, on parlait de Don Juan, de bourreau des cœurs. Aujourd'hui, on parle de pervers narcissique. Or, quand on regarde les critères qui déterminent la notion de pervers narcissique, c'est quasi copier-coller les notions qui déterminaient ou qui caractérisaient le Don Juan à une certaine époque. Donc, je ne suis pas en train, on est dans les funérailles des tabous, il ne s'agit pas de décerner les bons et les mauvais points. On observe juste une évolution de la société. Moi, je trouve que là, on ne va pas mettre ça sur le hip-hop. Non, l'influence. Non, le fait que tu grandisses avec des pulls à capuche et des jeans, regarde un jazzman. ton goût esthétique. Non, je parle peut-être, c'est une hypothèse. Oui, non, mais Quand tu t'identifiais à un rappeur qui, eux, véhiculent justement la réussite, il évoquait les modèles, ben, tu t'habilles, moi à l'époque, je m'habillais hip-hop, baggy, bon voilà, Method Man, c'était l'un de mes modèles, Tupac, Bandana, tout ce que tu veux. Donc quand tu es dedans, peut-être qu'effectivement ta sensibilité à l'égard du costume, et qui plus est coloré, n'est pas tienne. Peut-être, ça peut être une explication, ou alors c'est peut-être la jalousie. Ray Charles n'était pas en baggy, il était en costume. La plupart des jazzman de l'époque, même James Brown, en fait, on peut aller... Oui. Toute l'histoire jusqu'à... Je pense qu'il y a le fait de se dire aussi, parce que beaucoup de gens se disent c'est des aliénés, c'est des gens... Mais en fait, si on va dans ce sens-là, jetez vos portables, jetez vos jeans. Oui. Aujourd'hui, la raison de l'aliénation... Soit on est tous aliénés, soit on l'est. Voilà. Si on doit résumer en une phrase, que diriez-vous, quel message adressez-vous aux Africains, chrétiens, animistes ou autres, qui voient dans l'islam une menace pour l'Afrique en termes de fierté, en termes de conquête de soi? Dire quelque chose? Non, en tout cas, moi, si je peux donner, si j'ai un message à dire, c'est qu'on peut vivre les uns avec les autres et qu'on doit tous se respecter et accepter la différence de l'autre. Parce qu'en tout cas, moi, en tant que musulmane, j'ai bien compris que dans ma religion, c'est ce qu'on me demandait. Je dirais juste qu'il ne faut pas écouter la voix du diable et de ses alliés colonisateurs en vue de nous diviser entre nous. Il y a plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous divisent. Dieu n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas juif, il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est au-delà. Et les voies, et je reviens à l'introduction que vous aviez dit tout à l'heure, les voies d'atteindre le divin sont multiples. Donc, nous avons de quoi coexister ensemble. Ah, mais j'ai contribué énormément. Puisque tu sais que, pour moi, il y a un lien direct entre les deux. Déjà rien que par la présentation. Ouais. Tu ne vas pas aller... Non, mais donc finalement, ce n'est pas quelque chose d'une revendication absurde. Non, mais là où je... Tu as un rôle. Non, mais là surtout... Dieu t'a donné un don. Je suis africain, je suis noir, fier de l'être. Mais le fait de toujours le mettre en avant et de me dire oui, mais il serait temps de booster les nôtres. En fait, la meilleure façon, justement, on parle de la Black Excellence à longueur de temps, la meilleure façon justement d'élever cette communauté, c'est pas de se... Donc en gros, tu ne te sens pas investi d'une mission communautaire pour la faire quoi? Non, ma mission à moi communautaire, elle est que nous avons essayé, nous essayons de nous créer une place dans une société qui, à la base, n'est pas faite pour qu'on ait notre place. Justement, est-ce que la question, elle est intéressante? Est-ce que c'est l'occasion, c'est toujours le combat d'y rentrer par force ou de comprendre et de se dire, OK, on ne veut pas de moi, et la solution, c'est que j'irai là où on veut de moi et j'irai là où je peux apporter. Au nom de toute l'équipe des Funérailles du Tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom? On se rend à Château Rouge, à Château d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté
regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.